Aujourd'hui, plus de 320 millions de personnes vivent aux États-Unis. Mais la chose la plus intéressante dans ce chiffre, c'est que tous, sans exception, ont du sang venant d'autre part. En effet, les États-Unis est le pays où l'immigration est la plus forte, et ce fut le cas depuis le jour où les premiers humains y ont mis les pieds. Ainsi, si l'Amérique est si belle, c'est parce qu'elle s'est construite avec un mélange de peuples, tous venus dans le but de marquer un nouveau départ, ou de voir un changement dans sa vie. Pour le meilleur et pour le pire. La grande question que l'on se pose lorsque l'on parle d'immigration aux États-Unis est: qu'est-ce qu'un vrai Américain ? On pourrait dire quelqu'un qui est là depuis plusieurs générations, quelqu'un qui a participé à des événements historiques ou alors quelqu'un qui est dans la lignée des premiers arrivés. Mais dans ce cas, qui sont les premiers arrivés ? En réalité, les tout premiers habitants du territoire américain étaient des immigrés. En effet, il y a environ 10 000 ans, un groupe a traversé ce pont terrestre entre la Sibérie et l'Alaska, qui a fondu au fil du temps pour créer ce que l'on appelle aujourd'hui le détroit de Bering. On appelle cette population les Paléo-Américains. Il s'agissait au départ d'un seul groupe qui s'est divisé. Un est allé en Amérique du Nord, et l'autre en Amérique centrale et Amérique du Sud. Puis ils se sont tous par la suite divisés à nouveau pour créer des groupes distincts. Tous ces gens venaient de plusieurs régions d'Asie, parfois même d'Océanie, et ils sont restés en Amérique pendant des milliers d'années. Ils restèrent assez tranquilles pendant tout ce temps, malgré quelques visites des Vikings vers l'an 1000, qui se sont installés pour un temps assez court, sûrement dû à une mauvaise entente avec les Paléo-Américains. Ainsi, si l'on pousse la logique jusqu'au bout, même les premiers Américains étaient des immigrés. Mais c'est à partir de 1492, quand Christophe Colomb arrive aux Bahamas et découvre sans le savoir l'Amérique, que les Européens, principalement espagnols, anglais et français, ont commencé à migrer vers ce que l'on connaît aujourd'hui comme les États-Unis et le reste de l'Amérique. Hélas, la majorité des indigènes furent massacrés par les Européens, qui étaient bien plus armés, ou sont morts de maladies contre lesquelles ils n'étaient pas immunisés. En 1513, les Espagnols installent la première colonie des futurs États-Unis à Sainte-Augustine, en Floride. Par la suite, ils ont colonisé ce qui est aujourd'hui le Nouveau-Mexique, le Texas, puis encore plus tard la Californie, etc. En 1607, des Anglais fondent la colonie de Jamestown, en Virginie. Leur but était de pouvoir y faire du commerce et de se faire de l'argent. Ce fut très difficile et beaucoup en sont morts, mais cela devint un succès lorsqu'ils commencèrent à y cultiver du tabac. Ce qui a fait de cette colonie la première vraie colonie anglo-saxonne. En 1614, les Hollandais fondent également la Nouvelle-Néerlande, aujourd'hui l'État de New York et du New Jersey, où les Européens de plusieurs nationalités viennent s'y installer, notamment à New Amsterdam, le futur New York City. Cette colonie était assez riche et le commerce était la première préoccupation. Puis plus tard, en 1620, c'est la Nouvelle-Angleterre qui est fondée, c'est-à-dire le nord-est des États-Unis, avec la fondation de Plymouth, dans l'actuel Massachusetts. Parmi les colons, beaucoup de religieux assez conservateurs. Certains en tant que réfugiés, puisqu'ils étaient persécutés en Angleterre, et d'autres simplement car on leur avait dit que la vie était bien meilleure là-bas. Mais contrairement à ce que l'on dit souvent, il n'y avait pas que des religieux, mais aussi quelques commerçants. Mais le fait est que cette région a été développée petit à petit avec une majorité de protestants pour qui la religion était primordiale, et cela a eu beaucoup de répercussions sur le mode de vie et le mode de pensée dans cet endroit. En 1638, les Suédois fondent la Nouvelle-Suède, l'actuelle Delaware. Et en 1682, les Français conquièrent la Louisiane, qui fera partie de la Nouvelle-France. Elle contenait donc toute la partie centrale de l'Amérique du Nord, l'actuelle Louisiane donc, mais aussi l'Illinois, le Missouri, etc. Ainsi, avant même que les États-Unis n'existent, le peuple d'Amérique était déjà assez varié et souvent se mélangeait. Au fil des siècles, toutes ces colonies européennes devinrent un seul et même pays, mais le peuple est pourtant resté le même et a évolué ensemble. Tout au long du XVIIe et du XVIIIe siècle, beaucoup d'Européens sont venus en Amérique avec l'espoir de commencer une nouvelle vie, c'est vrai. Mais en fait, pour la majorité, ils n'avaient pas vraiment le choix. C'est le cas des Indentured Servants. Il s'agissait d'Européens qui signaient un contrat avec les colons américains
pour qu'il paye le voyage jusqu'en Amérique. Et en échange, le servant travaille 5 ou 7 ans sur ses terres, souvent dans de mauvaises conditions. À la fin du contrat, il pouvait être libre s'il n'était pas mort avant. La plupart venaient parce qu'ils étaient extrêmement pauvres et qu'ils voulaient commencer une nouvelle vie, mais beaucoup ont été envoyés contre leur gré, c'est le cas d'environ 50 000 condamnés par exemple, et même de certains qui ont été kidnappés. Petit à petit, ces indentured servants furent remplacés par les esclaves noirs, capturés en Afrique pour être vendus en Amérique, afin de travailler gratuitement dans la plus grande des cruautés. Ce commerce dura environ 200 ans, durant lesquels 600 000 Africains ont été emmenés dans les 13 colonies, puis aux États-Unis. On considère aujourd'hui que la majorité des Afro-Américains ont des ancêtres ayant été esclaves. Au moment où les États-Unis sont créés, après la Révolution, environ 20% de la population est noire. Parmi les Blancs, la majorité venait d'Angleterre, mais on comptait aussi beaucoup de résidents allemands, irlandais et écossais. Quant aux indigènes, on ne sait pas vraiment puisqu'ils n'ont pas été comptés. Sympa. C'est donc à cette époque que l'Amérique commence à s'étendre vers l'ouest, ce qui prit environ un siècle. Au fur et à mesure qu'elle acquérait des territoires, elle englobait avec elle sa population. Ainsi, de nombreux Français devinrent américains lors de l'achat de la Louisiane, et de même pour les Espagnols avec le Nouveau-Mexique, la Californie, etc. À partir du 19e siècle, alors que le statut d'indentured servants avait disparu pour laisser place aux esclaves noirs, de nombreux Européens traversèrent l'Atlantique, soit dans l'espoir de prospérer et réaliser leurs rêves, soit pour fuir la pauvreté et leur situation instable, en espérant trouver du travail aux États-Unis, qui étaient en plein développement, notamment dans les grandes villes comme New York ou Boston. Cela a attiré beaucoup d'Allemands par exemple, fuyant plusieurs guerres, mais plus majoritairement les Irlandais, venus la plupart du temps non pas car ils étaient pleins d'espoir, mais parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, eux non plus. En effet, à partir de 1840, l'Irlande est touchée par une très importante famine due à la perte de la qualité des pommes de terre, qui était leur principale source d'alimentation. La famine dura 5 ans et tua plus d'1 million de personnes, soit à cause de maladies, soit mortes de faim. Ainsi, en environ un siècle, environ 4,5 millions d'Irlandais ont décidé d'immigrer aux États-Unis. Évidemment, la famine ne fut pas la seule raison, puisque beaucoup émigrèrent avant et après cette dernière, en raison principalement d'un manque de travail dans les fermes. Mais ils n'étaient pas seuls. Par exemple, sur la côte ouest, principalement à San Francisco, de nombreux Asiatiques se sont installés, souvent inspirés par les grandes histoires sur la ruée vers l'or. En 1850, environ 25 000 Chinois avaient immigré dans la zone. Évidemment, beaucoup étaient très mal payés et travaillaient très durement, notamment sur la Transcontinental Railroad, la voie ferrée traversant les États-Unis, et dans les mines. Car oui, le travail difficile et mal payé était ce qui attendait la majorité des immigrants, en réalité. Cependant, les villes et les industries n'étaient pas les seules opportunités pour les immigrants. En effet, en 1862, le Homestead Act donne environ 650 mètres carrés de terre à n'importe quel adulte motivé pour les cultiver, sachant que c'était souvent assez difficile. Le but étant de pouvoir peupler les campagnes et exploiter ces terres, notamment dans le Midwest, c'est-à-dire la partie au centre des États-Unis. Ainsi, de nombreux Allemands et surtout des Scandinaves ont immigré dans la zone pour en profiter. Ainsi, à la fin du 19e siècle, le nombre d'immigrants avait triplé. Au départ, les politiques d'immigration étaient gérées par les États eux-mêmes et non pas par le gouvernement. Ce n'était donc pas compliqué d'immigrer, à condition d'avoir les moyens et le courage nécessaires. N'importe qui pouvait être naturalisé à partir du moment où il était blanc et qu'il était sur le territoire depuis 2 ans. Car oui, les Noirs n'ont pas été considérés comme Américains jusqu'en 1868. Seulement, voilà, les premiers Américains étaient donc majoritairement anglo-saxons, blancs et protestants, on les appelait les WASP. Et cette immigration de masse, de nouvelles nationalités ou de religions ne plaisait pas à tout le monde, notamment dans les périodes un peu plus difficiles économiquement. Ce fut le cas notamment pour les Irlandais qui étaient majoritairement catholiques. Beaucoup pensaient qu'ils allaient leur piquer leur travail et évidemment, beaucoup les discriminaient pour leur religion. Des groupes anti-irlandais ont commencé à se créer, notamment les anti-catholiques et les Know Nothing, qui se proclamaient comme natifs, alors que leurs ancêtres sont eux aussi venus d'Europe, pour les mêmes raisons, et ils ont exterminé les vrais natifs. Mais bon, bref. Les Allemands, eux, n'ont pas vraiment été victimes de racisme à cette époque, déjà parce que beaucoup restaient fermiers et éloignés de la population, à la campagne, mais surtout car ils étaient principalement protestants et non pas catholiques.
Même si quelques années avant cela, Benjamin Franklin était contre l'immigration allemande sous prétexte qu'ils étaient trop stupides pour apprendre l'anglais. Comme quoi la xénophobie a toujours été là. Concernant les Chinois, ils furent sujet de la première grande législation fédérale sur l'immigration prise par le gouvernement des États-Unis. En 1882 donc, le Congrès adopte le Chinese Exclusion Act, qui interdit à tous les Chinois d'entrer aux États-Unis sous prétexte qu'ils étaient la cause des baisses de salaire en Californie. Cela concernait aussi tous les Chinois déjà présents sur le territoire, qui pouvaient rester mais qui ne pouvaient pas y rentrer s'ils devaient le quitter. Ils ne pouvaient donc plus jamais voir leur famille rester au pays. Même s'ils n'étaient pas déportés, les Chinois et leurs descendants déjà présents sur le territoire devaient faire face au racisme et à une forme de ségrégation comme à San Francisco, où il était d'abord interdit d'éduquer les jeunes Chinois, puis où ils devaient aller dans des écoles séparées. La loi est restée en vigueur pendant 61 ans. Après le Chinese Exclusion Act, d'autres personnes furent ajoutées à la liste des exclusions les années suivantes, comme les polygames ou les radicaux politiques, et ceux qui parlaient trop mal la langue anglaise. Puis, le gouvernement décida de regarder de plus près qui entrait dans son pays, étant donné que l'immigration devenait de plus en plus massive, en créant des stations d'immigration fédérales, comme, bien sûr, Ellis Island à New York, en 1892, pour remplacer Castle Garden, qui était géré par l'État. Mais aussi Angels Island, par exemple, à San Francisco, en 1910. Parce que voilà, à cette période de l'histoire, l'Amérique connaît une industrialisation extrêmement rapide, et a donc besoin de main-d'œuvre. De plus, immigrer était devenu beaucoup plus accessible grâce à l'invention des bateaux bien plus grands, plus puissants et fonctionnant à la vapeur. Le prix de la traversée était bien moins cher. Cela explique que de plus en plus de monde, notamment en Europe, voulaient quitter leur pays natal, dans lequel ils vivaient souvent dans la misère, pour rejoindre l'Amérique. On parle alors d'une nouvelle vague d'immigration. Ici, ce sont les Italiens qui étaient les plus concernés, mais aussi les Européens de l'Est venant de Russie ou de Pologne, des Grecs, des Scandinaves, des Libanais, des Syriens, etc. Cette vague était bien plus diversifiée. La majorité comptait rester définitivement aux États-Unis, mais d'autres sont par la suite rentrés chez eux. Entre 1890 et 1930, environ 27 millions d'immigrants sont entrés aux États-Unis, et parmi eux, 12 millions sont passés par Ellis Island. Revenons donc sur le parcours d'un immigrant à cette époque. On dit souvent que l'Amérique était une terre d'opportunités. On parle beaucoup du rêve américain, et ce n'était pas faux dans le sens où il y avait effectivement beaucoup de travail, bien plus que dans leur pays d'origine, grâce à l'industrie du fer, du charbon, de l'automobile, etc. Donc ça, c'est les bons côtés, et souvent l'image que l'on a lorsque l'on pense à l'immigration vers les États-Unis au début du XXe siècle. Seulement, pour la majorité, c'était bien moins beau que cela. La plupart des gens ne partaient pas car ils pensaient devenir millionnaires, mais parce qu'ils n'avaient pas le choix. C'est le cas pour beaucoup qui étaient trop pauvres pour survivre, en Italie par exemple. Beaucoup de jeunes fermiers n'ont pas pu travailler dans la ferme de leurs parents à cause des nouvelles machines et à cause des familles bien trop nombreuses, et ils se retrouvaient ainsi sans aucune autre possibilité que d'immigrer là où il y avait du travail. En Europe de l'Est également, en plus de la pauvreté, ils venaient souvent en tant que réfugiés, puisqu'ils devaient faire face au gouvernement qui envoyait les jeunes dans l'armée, et les juifs devaient faire face à de nombreuses violences et persécutions. Ce fut également le cas en Turquie par exemple, où des Arméniens étaient massacrés. Dans la majorité des cas, il fallait d'abord pouvoir se détacher de sa famille, ce sont là que viennent les premières larmes d'un immigré. Il fallait tout laisser derrière soi, et partir avec parfois rien de plus qu'une tenue vestimentaire, avec, au mieux, quelques affaires dans une mallette. Avant même de monter dans le bateau, ils étaient inspectés et examinés pour que l'on puisse identifier qui pourra entrer ou non dans le pays, en fonction de leur santé. Pour certains, le rêve s'est donc terminé au port. Pour le voyage, ça pouvait durer entre une semaine et un mois. Ils étaient souvent entassés et mangeaient très peu. Certains tombaient malades ou avaient le mal de mer. Quand ils arrivaient aux États-Unis, les voyageurs en première et en seconde classe, les plus aisés donc, pouvaient entrer directement en répondant à quelques courtes questions. Les autres, majoritaires, étaient envoyés à Ellis Island, à New York, pour suivre le processus d'immigration. Pour eux, les sentiments étaient partagés. Il pouvait y avoir des larmes de joie. Imaginez un peu ce que ça fait quand vous quittez votre petit village dans la misère et que vous arrivez face à la statue de la liberté,
avec en arrière-plan une ville immense avec des gratte-ciel de plus de 100 mètres, ou encore le pont de Brooklyn qui était si impressionnant à l'époque. Et même Ellis Island pouvait leur paraître immense. C'était du jamais vu pour eux. Ils avaient l'impression d'arriver dans un monde nouveau. Cependant, cela ne veut pas dire que le bonheur était le sentiment prédominant. Pour beaucoup, la peur d'être renvoyé chez soi prenait le dessus. Une fois arrivé à Ellis Island, il fallait supporter la foule, les pleurs des enfants et l'attente interminable. Imaginez l'état de stress. Les nouveaux arrivants étaient soumis à un examen médical, et si une maladie était identifiée, ils pouvaient parfois être mis en quarantaine ou renvoyés chez eux. Ce fut le cas d'environ 2% des immigrants. Pour ceux qui étaient en ordre, leur dernière étape à Ellis Island était un court questionnaire sur leurs informations personnelles, leur argent, etc. Pour beaucoup, leur nom allait être modifié, c'était le début d'une nouvelle vie. Mais une fois qu'ils étaient officiellement entrés en Amérique, il fallait savoir où aller. Quand vous arrivez seul avec une petite valise dans New York, sans aucun repère, comment savoir ce que vous allez devenir? C'est à cause de cela que se sont créés des ghettos, le plus célèbre restant Little Italy, puisque la majorité des immigrants ne parlaient pas anglais. Dans ces quartiers, ils allaient pouvoir parler leur langue natale, et peut-être trouver des gens qui viennent du même endroit et trouver du travail. Il existait des ghettos pour les Italiens, les Polonais, les Russes, les Afro-Américains. Tous existent encore aujourd'hui, même si leur population a un peu changé, et qu'ils sont plus constitués de commerces que d'habitations. Évidemment, tous ne restaient pas à New York et certains prirent le train vers d'autres grandes villes comme Chicago ou Boston, mais le principe reste le même. D'autres arrivaient à d'autres ports également, mais malgré tout, Ellis Island reste le port principal et le plus iconique, et aujourd'hui plus d'un tiers des Américains ont des ancêtres qui sont passés par cet endroit. Une fois arrivés, beaucoup vivaient dans des conditions horribles, souvent entassés dans des appartements publics en mauvais état et dans des conditions sanitaires terribles, tellement que des lois ont dû être faites imposant un minimum de lumière et d'aération. Ils étaient souvent assez dangereux et il est arrivé que certains explosent. Beaucoup de patrons profitaient des immigrés pour leur donner des travaux difficiles et dangereux, avec des heures interminables et mal payées. Parfois, les enfants pouvaient travailler eux aussi. Évidemment, beaucoup étaient déçus. Une phrase célèbre dit « Je suis venu en Amérique car on m'a dit que les rues étaient pavées avec de l'or. Quand je suis arrivé, j'ai découvert 3 choses. Premièrement, que les rues n'étaient pas pavées avec de l'or. Deuxièmement, qu'elles n'étaient pas pavées du tout. Et troisièmement, que c'était à moi de les paver. » Mais malgré tout, ils restaient heureux, car ils étaient libres. Et comparé à ce que beaucoup devaient vivre dans leur pays natal, l'Amérique était un vrai paradis, malgré des conditions de vie souvent atroces. Ils sont tous parvenus à trouver du travail, comme promis, et leurs conditions ne pouvaient qu'être meilleures que celles qu'ils vivaient chez eux. Malgré les grandes difficultés, l'Amérique était effectivement une terre d'opportunités, et surtout, de liberté. Seulement, encore une fois, comme à chaque nouvelle vague, ils furent victimes de racisme et de xénophobie. Beaucoup d'Américains pensaient que tous ces immigrés étaient une menace pour leur sécurité et leur santé, notamment pendant et après la Première Guerre mondiale. Ils ont donc à nouveau demandé de nouvelles exclusions et régulations, jusqu'en 1921 où le Quota Act instaure des quotas d'immigration basés sur la nationalité, réduisant considérablement le nombre d'immigrants pouvant entrer dans le pays. Ainsi, le nombre d'immigrants dans une année passe de 800 000 à 300 000. Mais ce n'était pas suffisant et les plaintes menèrent à créer, en 1924, l'Immigration Act, qui réduit encore les quotas et qui cible seulement certaines nationalités, principalement en Europe. L'immigration est donc considérablement réduite. Par exemple, au début du siècle, environ 200 000 Italiens pouvaient immigrer en une année. Après 1924, ce chiffre fut réduit à 4 000. Beaucoup d'autres nationalités étaient concernées, comme les Russes, dû à la peur de l'arrivée du communisme en Amérique. À partir de ce moment, les principaux immigrés étaient ceux qui avaient déjà un contrat de travail, et les réfugiés comme les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale ou les Cubains pendant la Révolution, qui ont notamment immigré en Floride. Au fil du temps, Ellis Island est devenue tellement inutile qu'elle est devenue un centre de détention pour les immigrés considérés proches des ennemis, comme les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et les communistes pendant la guerre froide dans les années 50. Pendant la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, alors que la majorité des hommes étaient au combat, il fallait de la main-d'œuvre. Et c'est là que l'immigration pouvait être relancée et ils furent appel à de nombreux Mexicains grâce au Bracero programme.
ce dernier a permis aux latinos de venir aux États-Unis pour travailler dans l'agriculture, notamment dans le sud. Ainsi, il a permis de ramener des centaines de milliers de Mexicains, mais évidemment, beaucoup en ont profité pour traverser la frontière illégalement. Cela a donc créé de nouvelles plaintes qui ont mené à l'opération Wetback en 1954, la plus grande déportation de l'histoire des États-Unis. Le président Eisenhower a donc mis en place cette opération consistant à trouver des immigrés clandestins pour les renvoyer chez eux, soit par avion, soit par voiture ou par bus. Souvent, il s'agissait de contrôles aux faciès, et les policiers arrêtaient tous ceux qui ressemblaient plus ou moins à des Mexicains dans leurs voitures, dans les entreprises, ou carrément dans leurs maisons, pour les contrôler et pour 1,5 million d'entre eux les renvoyer chez eux, quitte à les séparer de leur famille. Ainsi, la prochaine vague d'immigration est celle que l'on connaît aujourd'hui, depuis 1965, et le Hart-Celler Act. Cette loi remplace alors les quotas afin de favoriser ceux qui ont des proches aux États-Unis ou alors des compétences spéciales. Toutes les lois discriminantes interdisant une ethnie ou une nationalité d'entrer dans le pays furent retirées et interdites pour le futur. Le résultat étant que l'immigration était désormais bien plus diversifiée et ne se concentrait plus seulement sur l'Europe. On peut par exemple citer les très nombreux Asiatiques ayant immigré en Californie dans les années 70 pour fuir les guerres et la pauvreté. Ce n'est pas pour autant que cette loi enlevait toutes les discriminations, puisque l'entrée dans le pays est restée interdite aux homosexuels jusqu'en 1990 par exemple. Seulement, de nombreux latinos continuèrent à traverser la frontière illégalement, puisque entrer aux États-Unis légalement n'était pas forcément plus simple, surtout lorsque l'on était pauvre. En effet, la population d'Amérique du Sud, notamment du Mexique, grandissait considérablement, et tout comme durant les précédents siècles, il y avait bien plus de travail aux États-Unis, ce qui promettait une vie meilleure à ces derniers. C'est pourquoi, en 1986, Ronald Reagan crée le Reform and Control Act. Il donne ainsi 2,7 millions de cartes vertes aux immigrants présents depuis un certain temps, n'ayant commis aucun crime, ni reçu aucune amende, et qui avaient de bonnes connaissances de l'anglais et de l'histoire américaine. En échange de ce geste, il serait théoriquement plus difficile pour les employeurs d'embaucher des clandestins. Et je dis théoriquement puisque ce ne fut pas vraiment le cas, et beaucoup ont continué à traverser la frontière illégalement puisqu'elle était assez peu sécurisée. Quelques années plus tard, en 1990, l'Immigration Act permet à 40% d'immigrants de plus d'immigrer légalement, en créant de nouveaux types de visas pour le travail, et aussi en créant le célèbre programme de diversité, une loterie permettant chaque année à des centaines de personnes venant d'une liste de pays de gagner une carte verte pour immigrer aux États-Unis. Are you dreaming about living and working permanently in USA? Now you have the opportunity. Apply today. Malgré tout, depuis, l'immigration illégale ne cesse d'augmenter alors que les frontières continuent à se renforcer. On peut par exemple citer les différents murs sur la frontière mexicaine dont la construction a commencé dans les années 90 et qui a été continuée en 2006. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que le président Donald Trump souhaite en construire un plus gros sur toute la frontière, comme l'avaient proposé d'autres candidats républicains. Et puisque l'on parle de Donald Trump, il est aussi à l'origine de la dernière grande loi sur l'immigration, celle que l'on appelle le Muslim Ban, qui est effectivement plus court que son vrai nom. Protection of the nation from foreign terrorist entry into the United States. En effet, cette loi a pour but d'interdire pendant 90 jours l'entrée d'immigrants venant d'Iran, d'Irak, de Libye, Somalie, du Soudan, de Syrie et du Yémen. Lorsque l'ordre exécutif fut signé, il concernait absolument tous les ressortissants de ces pays, laissant ceux qui avaient déjà un visa et une vie aux États-Unis bloqués à la frontière, s'ils étaient partis à l'étranger. Ce fut le cas de 700 personnes qui faisaient partie des 60 000 visas suspendus provisoirement. Cela fut débat et beaucoup disaient que c'était contre la loi de 1965 qui interdisait de discriminer une origine ou une religion. Mais selon le président, il ne s'agit pas d'une question de religion, mais d'une question de danger et de terreur. De plus, beaucoup argumentent que le ban ne concerne que 13% des musulmans dans le monde. L'acte fut néanmoins annulé par la Cour suprême et remplacé par une loi similaire mais n'annulant pas les visas déjà validés. Ainsi, depuis toujours, l'histoire ne fait que de se répéter. Un groupe arrive, s'installe, puis un autre arrive et il est rejeté par ceux qui étaient déjà là avant, souvent avec les mêmes arguments. Aujourd'hui, il y a la différence en plus que beaucoup arrivent illégalement.
et étant donné qu'ils n'ont pas le droit d'être là, cela paraît normal que beaucoup soient contre ça. Aujourd'hui encore donc, les avis sur le sujet sont divisés. Bien que l'immigration européenne reste globalement acceptée, l'immigration d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient est souvent contestée. Beaucoup pensent qu'il faut leur donner une chance, d'autres veulent les mettre dehors ou les refuser. Il y a effectivement beaucoup de gangs, de dealers, et le terrorisme devient de plus en plus présent dans le monde. Et plus important encore, des millions viennent clandestinement et leur présence est illégale. Mais la majorité des arrivants veulent juste une vie meilleure, sans mauvaise arrière-pensée. Mais comment faire le tri ? C'est ce qui agite les débats tous les jours, et c'est pour cela que l'histoire est importante, puisque la situation actuelle n'a que très peu de différence avec le passé. Au cours de l'histoire, chaque Américain a été un immigré selon ceux qui étaient déjà là. Sur 320 millions d'habitants, 320 millions sont soit des immigrés, soit des descendants d'immigrés, puisque même les tout premiers colons étaient des immigrés. Alors, finalement, qu'est-ce qu'un vrai Américain ? Un Américain, c'est quelqu'un d'unique, qu'on ne trouve dans aucun autre pays. Il est forcément issu d'un mélange de sang venant de très loin. Et comme le disait Hector John Crèvecoeur, on pourrait facilement trouver une famille dont le grand-père était anglais, dont la femme était néerlandaise, dont le fils est marié à une Française, et qui a eu 4 fils qui se sont chacun mariés avec une femme d'une différente nation. Et c'est pour cela que l'on peut dire que le peuple américain est unique.